Imagine, t'as relu ton cours 10 fois la veille, t'as l'impression de tout savoir, mais le lendemain, devant ta copie, c'est le blackout total. Comment c'est possible? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans ce chapitre. La mémoire, c'est pas un disque dur où tu copies-colles. C'est 3 étapes. Tu encodes, tu stockes, tu récupères. Et si une seule tâche lâche, alors t'es cuit. On commence par l'encodage. C'est la porte d'entrée de tout souvenir. En gros, c'est le moment où ton cerveau prend une info nouvelle et la transforme en un truc mémorisable. Pas d'encodage, pas de souvenir, point. Et pour bien encoder, il te faut 2 choses. D'abord, l'attention, c'est elle qui sélectionne ce qui va potentiellement rester. Si tu es en multitâche, genre TikTok pendant que tu révises, ton encodage est dégradé direct. C'est pas une option, c'est mécanique. Ensuite, la profondeur de traitement. Et là, on va retenir l'idée de Craig et Lockhart. Leur idée, c'est simple. Plus tu traites l'info en profondeur, plus le souvenir est solide. Traitement profond, ça veut dire quoi? Relier à ce que tu connais déjà, reformuler avec tes mots, donner des exemples. À l'inverse, la répétition mécanique, genre tu te répètes la phrase en boucle sans réfléchir, ça donne des souvenirs fragiles. Petite astuce pour toi, mémoriser ton cours en l'expliquant à voix haute avec tes propres mots, c'est exactement du traitement profond. Et c'est bien plus efficace que de la relecture passive. Passons maintenant au stockage. Comment tes souvenirs tiennent dans le temps. La première étape, c'est la mémoire à court terme, la MCT. Sa capacité, c'est de retenir 7 plus ou moins 2 éléments. C'est Miller qui a dit ça en 1956. Et la durée, c'est environ 20 secondes sans répétition active. Donc, ça veut dire que sans cette répétition, ton contenu va s'évaporer. La deuxième étape, ou le deuxième étage, c'est la mémoire de travail. C'est Baddeley et Hitch qui ont posé le modèle en 1974. La différence avec la MCT, c'est que la mémoire de travail, elle maintient et manipule l'information en même temps. Elle travaille activement. Le modèle, il a 4 composants. Premier, la boucle phonologique. Elle traite le verbal, le langage, l'intérieur, les sons. Deuxième composant, le calepin visio-spatial. Il gère les images et l'espace. Troisième, l'administrateur central. C'est le chef qui supervise et coordonne les 2 sous-systèmes. Et quatrième composant, le buffer épisodique. Il fait le lien entre ta mémoire de travail et ta mémoire à long terme. Le troisième étage, c'est la mémoire à long terme, donc la MLT. Là, elle a une capacité qui est quasiment illimitée, une durée qui est quasiment illimitée et elle se divise en 2 grandes catégories. D'un côté, la mémoire explicite, aussi appelée déclarative, c'est du rappel conscient. Elle se sous-divise encore en 2, l'épisodique qui stocke tes événements personnels situés dans le temps et la sémantique qui contient tes connaissances générales sur le monde. Et de l'autre, la mémoire implicite, aussi appelée non déclarative. Celle-là, elle est inconsciente. Et dedans, tu as la mémoire procédurale, genre les gestes, comment faire du vélo, mais aussi l'amorçage et le conditionnement. Petite astuce pour toi. Explicite, c'est je sais que. Implicite, c'est je sais faire, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Tu sais faire du vélo, mais essaye de me l'expliquer par écrit, ça va être compliqué. Maintenant, on passe à la troisième étape, la récupération. Comment t'accèdes à ce qui est stocké? En fait, il y a 2 modes. Le rappel, c'est restituer l'information sans aucune aide. La reconnaissance, c'est identifier parmi plusieurs propositions, genre un QCM. Alors évidemment, la reconnaissance, c'est plus facile. Et là, il y a 2 effets clés. L'effet de contexte, si tu réapprends dans le même environnement qu'au départ, ta récupération est facilitée. Et l'état dépendant. Si tu es dans le même état émotionnel qu'au moment de l'encodage, la récupération passe aussi plus facilement. Attention à un piège. Ne confonds pas stockage et récupération. Un souvenir peut être stocké, mais inaccessible momentanément. C'est le fameux mot sur le bout de la langue.
L'échec de récupération, c'est pas forcément une perte définitive. Le souvenir, il est là, c'est juste que tu n'arrives pas à l'attraper sur le coup. Dernière partie, les troubles de la mémoire et la réhabilitation. Et là, il y a 3 types d'amnésie à connaître. L'amnésie antérograde, d'abord, c'est l'incapacité à former de nouveaux souvenirs après une lésion. Le cas culte là-dessus, c'est HM, un patient à qui on a enlevé les hippocampes. Résultat, il a eu une amnésie antérograde sévère, mais sa mémoire implicite restait intacte. Ça prouve que ces deux systèmes sont séparés dans le cerveau. L'amnésie rétrograde, c'est l'inverse. Tu as une perte des souvenirs antérieurs à la lésion. Tu te souviens plus de ton passé. Et l'amnésie source, c'est plus subtil. Tu te souviens du fait, mais tu as oublié son origine. Tu as une information en tête, mais aucune idée d'où elle vient. Et il y a un truc à retenir pour toi, c'est que même avec une amnésie antérograde sévère, la mémoire implicite peut rester intacte. Côté réhabilitation, tu as 2 familles de stratégies. Les compensatoires, agenda externe, alarme, routine, cahier de mémoire, et les techniques de réactivation, comme le spacing effect, qui va consister à distribuer tes sessions d'apprentissage dans le temps plutôt que de tout faire d'un coup. Et la pratique de récupération, qui consiste là à te tester activement. Tout ça s'appuie sur la neuroplasticité qui est la base biologique de la récupération mnésique, la capacité du cerveau à se réorganiser. Et là, attention, dernier piège, le simple fait de relire tes notes te donne une illusion de maîtrise. C'est ce qu'on appelle le fluency illusion. Tu te sens bon parce que le texte t'est familier, mais ça garantit 0 bonne récupération le jour J. Donc ça, c'est la chose qui peut te faire rater un examen. Tu te sens bon parce que le texte t'est familier, mais ça ne garantit aucune bonne récupération le jour J.